L'engrenage de la violence en Irak à 3 jours du transfert des pouvoirs. Double attentat à la voiture piégée à Hilla. 23 personnes ont été tuées, nombreux blessés. Les États-Unis n'écartent pas l'hypothèse d'envoyer, si besoin en était, des renforts. Le sommet de l'OTAN commencera demain à Istanbul. George Bush a été accueilli par des dizaines de milliers de manifestants. Concernant l'Irak, l'OTAN se dit prêt à offrir au gouvernement une assistance pour la formation de ses forces de sécurité. La famille de l'UMP au grand complet devant les cadres du parti, une unité apparente qui ne masque pas les divergences, en question toujours la succession d'Alain Juppé. Après la canicule de l'an passé, les maisons de retraite ont tiré les leçons et tentent de se préparer au mieux pour faire face aux grandes chaleurs. Cinéma avec la sortie de Clara et moi, une comédie sentimentale dans l'air du temps, un premier film français signé Arnaud Viard. Madame, Monsieur, bonsoir. Le compte à rebours est enclenché en Irak. À 3 jours de la passation du pouvoir, nouvelle montée de la violence, comme une infernale stratégie du chaos avec un double attentat à la voiture piégée dans la ville chiite de Hilla. On dénombre une vingtaine de victimes, près de 60 blessés. Aujourd'hui, c'est un avion militaire américain qui a été touché au moment du décollage de l'aéroport de Bagdad, dans la capitale, où plusieurs explosions ont été entendues. Les images que vous allez voir sont difficiles. Martine Laroche-Joubert, Patrick Desmilly. Aujourd'hui, la ville chiite d'Hilla, 100 km de Bagdad, est sous le choc du terrible attentat de la nuit dernière. 20h45. 2 voitures piégées explosent au milieu des passants. Le bilan est lourd, une vingtaine de morts et des dizaines de blessés, tous des civils. La déflagration dévaste ce quartier commerçant en pleine affluence. C'était l'heure de la prière dans la mosquée voisine. Ce secteur d'Hilla est contrôlé par le contingent polonais. À l'hôpital, les scènes de désolation habituelles, la douleur des proches, la souffrance des blessés. Mes yeux, se plaint celui-ci. Les familles viennent d'identifier les morts. Il y a beaucoup de morts et de blessés, raconte ce médecin. Des femmes, des enfants et des vieillards. Parmi les victimes, il n'y a pas un seul policier. Je n'ai pas vu une seule personne en uniforme. Terroriser la population avant le 30 juin semble le but de la guérilla. Elle s'attaque à des civils, des cibles plus vulnérables que des objectifs policiers ou militaires. George Bush en Turquie, après Ankara, où le président américain a souhaité une nouvelle fois l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Le président américain est arrivé à Istanbul, à la veille du sommet de l'OTAN, où l'Irak monopolisera toutes les discussions. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer l'occupation américaine. Sur place, Dorothée Cochard, Gilles Jacquier. Leur mot d'ordre tient en 2 mots. Bush dégage. Ils sont 150 000 manifestants. Pour une métropole de 12 millions d'habitants, ça peut sembler modeste, mais c'est la plus grosse manifestation en Turquie depuis 30 ans. Toute la gauche turque unie contre Bush et le sommet de l'OTAN. L'OTAN est un assassin. L'OTAN tue des enfants en Irak et en Afghanistan. Je veux qu'on détruise l'OTAN, qu'on ferme ses bases, qu'ils quittent tous le pays. Les Yankees, rentrez chez vous. C'est dans ce contexte que George Bush se déplace pour la première fois en Turquie. Un pays à 90% musulman, le seul pays musulman d'ailleurs membre de l'OTAN. Et le président américain aimerait bien gagner son soutien pour le sommet qui s'ouvre demain. J'apprécie énormément l'exemple que donne votre pays. Vous êtes à la fois un pays musulman et en même temps un pays de démocratie, de droit et de liberté. Ce soir, le calme règne sur la capitale. Les Turcs s'en sont donné les moyens. 25 000 policiers mobilisés, près de 200 rues fermées à la circulation. Le moindre sachet est fouillé. Les Turcs aiment à le répéter. Istanbul est en sécurité. En direct d'Istanbul, Thierry Tuilier. À peine Jacques Chirac arrivé en Turquie et avant même le début du sommet de l'OTAN, un compromis semble déjà avoir été trouvé. Oui, je vous confirme, Béatrice, qu'un compromis a bien été trouvé, à tel point d'ailleurs qu'on peut se demander à quoi vont servir les 2 prochains jours de discussion, puisque cet accord a été annoncé avant même l'arrivée d'un certain nombre de chefs d'État, dont
Jacques Chirac à Istanbul, comme si d'ailleurs l'OTAN avait voulu ainsi forcer d'une certaine manière la main des derniers récalcitrants. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien d'un accord à minima qui prévoit la formation des forces de sécurité irakiennes, armées et police par des instructeurs des pays membres de l'OTAN. Pour les détails qui fâchent, nous sommes priés de patienter, mais cela permet dès ce soir aux Américains de dire que ça y est, l'OTAN va s'engager en Irak, même si c'est très en deçà de leur projet initial. Et cela permet aux Français qui étaient contre tout engagement de dire finalement qu'ils limitent les dégâts. Mais il faut surtout retenir ce soir, Béatrice, qu'au sujet de l'Irak, Américains et Français sont d'accord sur rien ou presque, mais qu'ils font beaucoup d'efforts pour masquer leurs divergences. Et les troupes françaises pourraient-elles intervenir sur le sol irakien? C'est envisageable? La réponse est non. J'ai discuté tout à l'heure avec le général Binteja, le chef d'état-major des armées. Il m'a confirmé qu'aucune troupe française ne sera engagée en Irak dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Les Français veulent pour le moment, ont fait une offre d'ailleurs au gouvernement irakien de formation de gendarmes irakiens, mais non pas en Irak, dans des pays limitrophes, pays du Golfe ou Jordanie, aux grandes dames, il faut le dire là aussi, de George Bush qui espérait davantage. Merci Thierry Tuillier. En Cisjordanie, après l'élimination par l'armée israélienne du chef des brigades d'Al-Aqsa à Naplouse, cet homme était traqué depuis des années. Il a été tué dans une cache ainsi que 6 autres activistes. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont assisté aux obsèques, lançant des appels à la vengeance. Dans le cortège, les principaux mouvements armés palestiniens. De son côté, Ariel Sharon a félicité l'armée pour cette opération exemplaire dans la lutte contre le terrorisme. L'actualité en France, en Alsace, l'inquiétude monte 48 heures après la disparition de Julie. Toujours aucune trace ni aucune piste, et ce malgré la mobilisation des forces de police et de gendarmerie qui quadrillent un secteur de plus en plus large. Toutes les hypothèses sont toujours envisagées. Le point à Christine Boss, Virginie Liado. Il a fallu par endroits se frayer un chemin pour parcourir à la boussole les centaines d'hectares de zones montagneuses boisées pas encore ratissées. Comme ça. D'accord, très bien. Donc là, on va essayer de s'étirer sur la gauche. Ils sont encore plus d'une centaine de bénévoles aujourd'hui à se joindre aux recherches menées par les gendarmes et les pompiers. Depuis ce matin, ces équipes mixtes fouillent chaque recoin, comme les abords de la voie ferrée, à la recherche du moindre indice. Toujours ratisser dans l'éventualité de trouver un indice, ne serait-ce que le vélo de la jeune fille, ou ne serait-ce qu'un vêtement, un objet lui appartenant. L'avis de recherche de Julie, 15 ans, est à présent placardé dans les gares, lieux publics et commerces de la vallée de la Bruche. La jeune fille n'a donné aucun signe de vie depuis vendredi 17 h lorsqu'elle a quitté une amie à Russe avant de rejoindre à vélo le domicile familial à Schirmeck. Après 48 heures de recherche systématique, les enquêteurs vont cibler leur champ d'investigation. La thèse accidentelle prend un petit peu moins d'importance puisqu'on a fait des recherches considérables, qu'on a eu beaucoup de monde. En revanche, j'en reviens à la disparition volontaire ou non volontaire. Pour l'instant, on ne peut privilégier aucune des deux pistes. Ce soir, Julie reste dans tous les esprits, ici à Schirmeck où la population s'est mobilisée dans un grand élan de solidarité. Venons-en à cet accident provoqué par un jeune policier qui manipulait son arme de service dans son appartement à Paris. La balle est partie, a traversé le mur, blessant 2 enfants, dont un grièvement. Christelle Bertrand, Emmanuel Morel. Ce policier stagiaire est toujours en garde à vue. Ce matin, encadré par des membres de l'IGPN, la police des polices, le jeune homme de 23 ans a répété les gestes qui ont mené au drame. Hier soir, il est dans son appartement du 19e arrondissement avec son arme de service, chargée. Pour une raison inexpliquée, il tire. La balle traverse le mur et atteint à la tête un enfant de 7 ans dans l'appartement voisin. Les habitants alentours n'entendent pas la détonation mais sont alertés par les cris et les sirènes. Avec des va-et-vient, police, voiture, SAMU, part, reviennent, et c'est tout ce qu'on a vu. Plus tard dans la soirée, les pompiers reviennent sur place. La balle a aussi blessé très légèrement à la cuisse un autre enfant de 2 ans. L'arme de service est un 38 spécial Manurin. Le policier stagiaire aurait déclaré l'avoir déchargé comme le préconise la procédure, puis rechargé avant de sortir. Le coup serait alors parti accidentellement, ce qui est très rare avec ce genre de revolver. Vous êtes forcé d'avoir une action forte sur les détentes. C'est une arme, si l'arme tombe au sol, le coup ne part pas tout seul. Donc vous êtes forcément obligé d'avoir le doigt sur les détentes. Alors forcément il y a une erreur de manipulation quelque part. Si on met la cartouche et qu'on appuie en même temps sur la détente, bah oui, le coup va partir. L'enfant a été opéré à l'hôpital Necker. Ce soir il est toujours dans le coma.
Son état est jugé critique. Les familles des victimes du Bugalet de Braise étaient parties au large du Cap Lizard en espérant apercevoir l'épave du chalutier. La difficulté des opérations de renflouement et la météo contraire en ont décidé autrement. Ces familles ont donc pris le chemin du retour après s'être recueillies sur les lieux du naufrage. Paul de Genève, Hugues Buchard. Un bouquet jeté à la mer pour chacun des 5 marins du Bugalet de Braise. Une dernière pensée pour ce parent disparu sur le lieu même du naufrage. Ces familles espéraient voir l'épave du chalutier remonter à la surface, mais le renflouement a pris trop de retard. Elles ont dû repartir vers Brest. On était venus pour ça, pour le voir quand même hors de l'eau. Et chose qui n'était pas possible, puisqu'il restait collé au fond. Donc il faut se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas faire mieux. Ces familles ont tout de même pu voir ces 2 grands câbles sur le côté du Discovery, plongeant dans la mer. Ils tiennent au fond l'épave du Bugalet de Braise. À Falmouth, cette grue flottante attend maintenant l'arrivée du chalutier. Elle peut lever des charges de plus de 400 tonnes. L'épave sera sortie de l'eau et posée sur cette barge, arrivée en fin d'après-midi aujourd'hui dans le port anglais. Le Bugalet de Braise rejoindra Brest au plus tôt mardi ou mercredi. Les familles, elles, ont repris la mer sans réponse à leurs questions. Qui a coulé le chalutier? Et ironie du sort, alors que la rumeur d'un sous-marin coupable est écartée par la justice, l'un d'entre eux est sorti des brumes hier soir à quelques encablures à peine de leur voilier. Photo de famille au Conseil national de l'UMP, une famille réunie devant les cadres du parti, mais le cliché de l'harmonie ne doit pas faire oublier les tensions qui se sont exprimées parfois par touches subtiles, mais tout le monde aura compris. Alexandre Cara, Patrice Brugère. Sous le grand chapiteau de l'UMP, le spectacle continue. Après les ratés des derniers jours, c'était hier le rappel à l'ordre d'Alain Juppé. Entre gouvernement et présidence de l'UMP, Nicolas Sarkozy devra choisir. Dans les rangs des ministres, on a bien compris le message. C'est pas une règle de l'UMP, c'est une règle qui a été, je pense, dictée par le chef de l'État. À part le Premier ministre qui peut le faire de manière institutionnelle, président de l'UMP, c'est un job full-time, c'est du plein temps. Aujourd'hui, officiellement, le ministre de l'économie s'était fait excuser pour cause de jogging. Et pourtant, ses amis avaient fait le déplacement. Il peut toujours y avoir des surprises. Une surprise et surtout un coup de théâtre. Après les escarmouches de la veille, voici la grande mise en scène de la réconciliation. Jean-Pierre, Alain et Nicolas, bras dessus, pour le plus grand plaisir des militants. Et cessez-le-feu oblige, à la tribune, Nicolas Sarkozy s'adresse à Jérôme Monod, le conseiller de Jacques Chirac, afin d'éviter un possible malentendu. Soit il y a une règle, et elle est la même pour tout le monde, soit il n'y a pas de règle. Je parle des Français, Jérôme. Je parle pas en interne. Pas d'ambiguïté en revanche dans les propos du Premier ministre, qui tente tant bien que mal de recoller les morceaux. Comment voulez-vous que l'on puisse rendre crédible le respect qu'est le nôtre des Françaises et des Français si entre nous, dans notre famille, la règle du respect n'est pas affirmée? À l'UMP, la trêve des ambitions devrait durer jusqu'à l'annonce officielle du retrait d'Alain Juppé. Après, il y a bien des chances que le spectacle recommence. La semaine sociale qui s'annonce sera marquée par la présentation du plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo au prochain Conseil des ministres, un plan très attendu. Il touchera aussi bien les domaines du logement, de l'exclusion et de l'emploi. Parmi les mesures envisagées, la création de maisons de ressources humaines, une façon d'accompagner les chômeurs, l'occasion de nous intéresser à un système déjà en place et qui fonctionne. Nathalie Moisan, Hervé Pozzo. Aude-Sophie Archin, 26 ans, titulaire d'un DESS en droit social et gestion des ressources humaines. Olivier Blais, 28 ans, ingénieur chimiste, possède un master en marketing. Des CV impressionnants et malgré cela, 2 ans après leur sortie d'école, toujours pas de travail, leur seul revenu le RMI. Aujourd'hui, s'ils retournent en cours d'anglais, c'est pour rester actifs, cela fait partie de leur recherche d'emploi. D'avoir cette dynamique de recherche, cette émulation collective qui est très importante pour notre dynamique personnelle et notre recherche personnelle d'emploi. Une dynamique retrouvée le jour où ils ont poussé la porte de cette maison de l'emploi. Ici, Valérie Costuard les suit personnellement. Avec elle, ils ont tout retravaillé en petits ateliers, les CV trop pointus, la timidité, les cours d'anglais, c'est grâce à elle. 3 mois plus tard, ils décrochent leurs premiers entretiens. Pour les entretiens que vous avez là, maintenant, vous me faites un compte-rendu derrière comme d'habitude, soit par mail, soit par téléphone, on trouvera un mode de fonctionnement. On se revoit comme prévu le 7 juillet.
Ici, tout a été conçu autour des demandeurs d'emploi. Tous les acteurs ANPE, Mission Locale, Entreprises travaillent main dans la main. Nous impliquons les entreprises dans nos outils d'accompagnement, dans des projets qui font qu'il y a un lien aussi de fidélité qui se crée avec l'entreprise, de fidélisation, et qui fait que sans doute cela nous permet aussi de mieux encore aider les demandeurs d'emploi. Résultat, 6 mois après le premier atelier, 70% des jeunes RMistes qui y ont participé ont trouvé un premier emploi. Les intermittents toujours installés sur le toit du MEDEF à Paris depuis 2 jours. Une quarantaine d'intermittents et de chômeurs poursuivent donc leur occupation. Ils réclament l'abrogation du fameux protocole signé il y a 1 an. Des élus parisiens de gauche leur ont apporté leur soutien. Les forces de police entourent le secteur. Après la canicule de l'an passé, les maisons de retraite se préparent à l'été qui arrive. Nous avons choisi de revenir dans un de ces établissements qui avait été particulièrement touché. Voici les changements, les améliorations qui ont été apportées. Laurence Deleur, Éric Delagneau. Alors ici, nous avons 2 cassettes de plafond pour climatiser cette partie-là. Et dans cette pièce, nous avons 3 climatiseurs muraux. Un ici, là-bas, et à l'autre bout de la pièce. Une installation dans cette maison de retraite d'Asnières pour éviter que le drame de l'été dernier ne se reproduise. Fin août 2003, dans ce même établissement, une chaleur étouffante, plus de 40 degrés dans les chambres et 9 pensionnaires décédés malgré le dévouement du personnel. Cet équipement a coûté 55 000 €, une dépense entièrement supportée par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Actuellement, 58% des établissements accueillant les personnes âgées seraient équipés. Des travaux suivis de près par le gouvernement qui en finance une partie à hauteur de 40 millions d'euros. Je regarderai personnellement, département par département, et je publierai département par département les maisons de retraite qui sont équipées et celles qui ne le sont pas. Mais posséder des pièces rafraîchies ne suffit pas. Toute une série de mesures ont été prises au cas où. Un protocole d'hydratation pour le personnel, des mesures et des consignes spéciales suivant les niveaux d'alerte, des brumisateurs, des vaporisateurs, des consignes au personnel technique pour la surveillance des ascenseurs, la surveillance de l'arrosage automatique, l'arrosage des terrasses. Une inquiétude demeure. Les employés seront-ils assez nombreux en cas de canicule? 14 soignants au maximum s'occupent ici de plus de 160 résidents. Des personnes âgées plus vulnérables encore par la chaleur et qu'il faut accompagner pas à pas. L'école à peine finie, les cahiers de vacances ont fait leur apparition. Une véritable ruée. Certains cahiers sont d'ailleurs déjà introuvables dans les rayons. Aujourd'hui, 80% des enfants pratiquent ces méthodes qui préparent à la rentrée. Avec cette question, comment les faire travailler de façon ludique et sans exagération? Florence Griffon, Nabila Tabouri, Bernard Pucesso. Des cahiers de vacances dès la petite section de maternelle, on croit rêver. Et pourtant, ce libraire en vend tous les jours depuis début juin. Les devoirs d'été représentent 1/3 de son chiffre d'affaires actuellement. Cela n'a rien de surprenant. L'été dernier, 80% des enfants ont révisé sur ce genre de cahier. Ils partent 2 mois en vacances. À la rentrée, ils auront oublié la plupart des choses. Hein. Donc pour vous, il faut réviser tous les jours? Oui, un petit peu. 1 heure par jour, c'est déjà bien. En fait, cette ruée sur les cahiers de vacances suit une autre tendance. Les parents achètent de plus en plus des manuels pour rafraîchir leurs propres connaissances et suivre au plus près les études de leur enfant. La pédagogie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Les parents ne savent plus comment expliquer les devoirs à leurs enfants. Les cahiers de soutien guident les parents et les enfants dans la même pédagogie. Réviser, d'accord, mais pas trop, disent les pédagogues, qui mettent en garde les parents contre la tentation de jouer les instituteurs. S'entraîner sur des choses qu'on a acquises, ça c'est aussi tout à fait utile. Apprendre des choses qu'on n'a pas pu apprendre pendant l'année, ça c'est plus délicat. Bien sûr, il faut aussi tenir compte des capacités des enfants. Les vacances, ça sert d'abord à se reposer, n'en déplaise aux parents. T'en penses quoi? C'est dur? Un peu, je préférerais jouer avec les copains, mais... Tous les enseignants vous le diront, il n'y a pas que dans les manuels que l'on peut s'instruire. Observer avec ses parents un papillon, en discuter, voilà un autre moyen d'apprendre et c'est tout aussi important. À quelques jours des grandes vacances, la saison touristique s'annonce prometteuse dans le sud-ouest. 1 an après le naufrage du Prestige, les touristes reviennent. Éric Perrin, Philippe Gimaille. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les bouées sont gonflées, les serviettes ressorties des placards et les maîtres nageurs en position. Premier jour de vacances sur la plage d'Anglet. Premier pâté de sable, premier plouf dans l'eau et premières impressions. En Norvège, c'est tout froid, alors ici pour nous, c'est
C'est un peu trop, oui. Les plages sont belles, la côte paraît assez jolie. Voilà. Donc c'est un bon début de vacances. Un beau début de vacances. Sourire du côté des professionnels du tourisme, car l'équation plage bondée égale tiroir caisse bien rempli se vérifie toujours. C'est l'affluence des grands jours? Affluence des grands jours, oui, on l'a supposé, vu le temps ce matin qui s'annonçait très prometteur. Activités sportives, camping, hôtels, un peu partout, on est plutôt confiant pour cette saison. La saison se présente très bien. Nous enregistrons une fréquentation prévisionnelle importante pour la dernière semaine de juillet et la première quinzaine d'août. Nous sommes quasiment complets sur ces périodes-là. Un optimisme qui tranche avec l'année dernière où, à cause de la pollution du Prestige, on avait enregistré des baisses de 10 à 30%. Car avec plus de 600 millions d'euros générés chaque année, le tourisme est vital pour l'économie du Pays Basque. Cette année, tous les indicateurs sont plutôt au vert, avec une excellente avant-saison. Juin s'avère un mois très bon. Et puis les perspectives pour la haute saison et l'arrière-saison sont de nature, je crois, à rendre le sourire à tous les professionnels du tourisme de notre département. Le moral est donc comme la météo, au beau fixe. D'ailleurs, si ça vous tente, il reste encore quelques places sur le rocher. Nous évoquons parfois dans nos journaux ces accidents de spéléologie qui nécessitent l'intervention de différents spécialistes pour ces sauvetages délicats. Dans l'Aude était organisé à l'approche de l'été un entraînement essentiel pour rester opérationnel, un exercice qu'ont suivi Hélène Vergne et Cyril Paquier. La victime se trouve dans cette poche d'air, mais pour arriver à cette poche d'air, Daniel, le problème qu'on a, c'est ça. Toute cette partie est noyée. Un homme est bloqué dans un siphon, un accident rare et particulièrement délicat. Dans le cadre de cet exercice, ce sont des plongeurs spéléologues qui vont intervenir, les seuls à même de se faufiler dans un milieu hostile. Sous terre et plus encore sous l'eau, chaque geste se calcule. Des gaz irrespirables ont été signalés, la visibilité est réduite. Les sauveteurs ont donc peu de temps pour agir. Salut. Alors, je suis tombé, je me suis fait mal au genou. Côté gauche là. L'essentiel c'est une évaluation rapide. Parer au plus pressé, calmer la douleur, déchoquer, c'est tout ce qu'on peut faire. À l'extérieur du Gour, les moyens d'évacuation s'organisent. Une vingtaine de personnes en attente d'informations, et notamment du bilan médical. Voilà. C'est pas trop grave, apparemment entorse du genou, fracture de la rotule apparemment. Ces données sont aussitôt transmises au poste de commandement pour coordonner la suite de l'intervention. Il n'y a eu quasiment pas de secours plongé de ce type-là. Donc on est en train de découvrir un peu la place de chacun, les relations entre les plongeurs et le reste des secours. En France, 3000 spéléologues bénévoles secouristes interviennent ponctuellement aux côtés des pompiers, le plus souvent dans l'urgence. Ce type d'exercice s'avère donc essentiel pour créer des automatismes entre les spécialités. Les moyens en œuvre, on les connaît, on arrive à les gérer. Ce qui prime, c'est être à même, en un laps de temps très court, de pouvoir intervenir sur son état médical. Chaque année en France, on compte en moyenne 34 accidents de spéléologie. Et c'est précisément grâce à ces entraînements exceptionnels que des vies sont épargnées. La fête du cinéma a commencé aujourd'hui. Pour cette 20e édition, c'est Romane Boringer qui a soufflé les bougies et coupé le gâteau. Alors vous connaissez la formule, des places de cinéma à petit prix pendant 3 jours avec le carnet passeport contre l'achat d'un premier billet à plein tarif, les autres étant à 1,50 €. L'ambiance est d'ailleurs plutôt à la fête. La fréquentation des salles est en hausse de 15% depuis le début de l'année. Et ceci nous amène à la sortie mercredi prochain d'une comédie sentimentale inscrite dans l'air du temps, un premier film français, Clara et moi, d'Arnaud Viard. Reportage Pascal Deschamps, Marc de Laguen. Quand Antoine rencontre Clara. Un coup de foudre de cinéma et une technique de drague à essayer dès votre prochain trajet en métro, Bastille-Nation. Ils ont 30 ans et leur amour commence comme tous les autres, à la fois comme un mystère et comme une évidence. C'est Antoine. Antoine. Ouais, tu sais, le garçon génial qui t'a abordé dans le métro. Ah oui, tu veux dire le garçon muet? Voilà, c'est ça. C'est moi. Je te dérange pas? Non. Il y a des moments où on est prêt à tomber amoureux. Voilà, et on tombe sur quelqu'un qui est prêt à tomber amoureux aussi, donc ça le fait, ça marche. On va dire qu'il se retrouve au bon moment, au bon instant, voilà. C'est le coup de foudre, le vrai coup de foudre. C'est cette chose magique où on ne connaît même pas le prénom de l'autre et on a l'impression de le connaître depuis toujours et elle s'abandonne.
Antoine et Clara déroulent devant nous le fil de leur amour. Si je te rencontre au coin de la rue, je me dirais que j'ai de la chance. Et puis tout à coup, au détour d'une page du scénario et sans qu'on s'y attende, tombe la nouvelle. J'y retourne la semaine prochaine. Peut-être c'est une erreur. Ils sont pas sûrs. Clara est séropositive. Quand Antoine l'apprend, il prend peur et la quitte. Elle est humaine, hein, cette réaction, moi je trouve. Là, on est lâche, voilà, il y a plein de choses. C'est pas un héros. C'est quelqu'un qui réagit comme plein de gens auraient pu réagir. C'est une jolie histoire d'amour, une belle histoire d'amour, et en même temps, toute la complexité de notre rapport dans la société face à la mort, face à l'abandon, face au fait de se laisser aller dans les histoires d'amour, et dès qu'il y a un problème, de souvent prendre la tangente et la fuite plutôt que de s'affronter et de vieillir. Et c'est ainsi qu'Arnaud Viard, sans en faire trop, nous raconte son histoire, celle d'Antoine, un jeune homme jusque-là protégé par la vie, qui finira par reconnaître son amour pour Clara, mais trop tard. Un mot de sport avec cette victoire française à l'Open de France Golf. C'est Jean-François Rémézy qui a remporté l'épreuve. La France attendait cela depuis 35 ans. Et puis du côté de l'Euro 2004, le retour des Bleus à Paris, sans fanfare ni trompette, accueilli tout de même par quelques dizaines de supporters. Dans quelques instants sur France 2, vous pourrez suivre la rencontre République tchèque contre le Danemark, avec en jeu un ticket pour la demi-finale. Ainsi se termine cette édition. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, suivie donc de l'Euro 2004. Le dernier journal, Laurence Piquet. 13h, vous retrouvez Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2.